Je m'appelle Ashley Landon. Il y a 3 semaines, j'ai poussé ma belle-mère, Darla, hors de la porte d'entrée de la maison qu'elle prétendait posséder et j'ai verrouillé la porte derrière elle. Elle se tenait là, dans ses pantoufles roses, hurlant à la trahison, tandis que je tenais l'acte de propriété d'une main et mon avenir de l'autre. D'où regardez-vous? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires, je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Il était 7h02 quand les cliquetis secs des talons de Darla ont résonné dans le couloir comme un compte à rebours. Je savais ce qui allait arriver. Ma porte s'est ouverte avec fracas, rebondissant presque contre le mur opposé. Et elle était là, Darla, dans sa robe de chambre en satin et d'une humeur exécrable, tenant une tasse à café sur laquelle on pouvait lire « Reine de tout », comme s'il s'agissait d'une menace. « Tu es encore au lit ?» a-t-elle aboyé, les yeux plissés comme si elle m'avait prise en flagrant délit de crime. Il est déjà 7h. Je t'ai dit hier soir que mon club de lecture arrivait tôt. Tu dois préparer les œufs et repasser la nappe. Je n'ai même pas levé la tête. Ce n'est pas mon travail. Sans prévenir, elle s'est avancée vers mon lit et a arraché la couverture d'un geste vif. Lève-toi et prépare-moi mon petit déjeuner tout de suite. Je me suis redressée si vite que le sweat à capuche dans lequel j'avais dormi a failli m'étrangler. Mon cœur battait déjà la chamade, et l'air froid de la chambre m'a frappé comme une gifle. Mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir effrayée. Tu n'es pas ma mère, ai-je rétorqué. Ma voix s'est brisée, mais pas de faiblesse, c'était le résultat de années passées à ravaler des mots que j'aurais dû hurler. Oh, ne recommence pas avec ça, a-t-elle marmonné, sortant déjà de la pièce. J'ai enfilé un jean et j'ai descendu les escaliers d'un pas lourd juste au moment où Bill, mon père, entrait dans la cuisine en traînant les pieds, encore en chaussettes et le regard vide. Le soleil matinal éclairait la poussière flottant dans l'air comme un projecteur divin, exposant à quel point tout était réellement misérable. Elle est juste fidèle à elle-même, a-t-il marmonné, versant du café avec des mains qui tremblaient légèrement. Elle me traite comme la bonne, ai-je répliqué, ouvrant violemment le réfrigérateur. Il n'a même pas levé les yeux. Fais juste ce qu'elle dit, H. Ça ne vaut pas la peine de se battre. Encore cette phrase. J'ai claqué la porte du frigo si fort que le calendrier magnétique est tombé. Tu dis toujours ça, et tu la laisses toujours faire, ai-je dit doucement, sans qu'il croise mon regard. Les œufs grésillaient dans la poêle pendant que Darla aboyait des instructions sur la façon de plier les serviettes et de couper les fruits en diagonale, comme si on m'entraînait à servir sa cour royale. Ses amis allaient bientôt arriver, du 20 à 9h du matin. Des femmes qui traitaient notre maison comme un club privé et moi comme un accessoire. Alors que j'étais devant la cuisinière, la spatule tremblant dans ma main, je l'ai senti, ce tourbillon familier de ressentiment se serrant dans ma poitrine, et sous lui, quelque chose de nouveau, une détermination plus forte. Parce que personne d'autre ne semblait s'en souvenir, mais moi, si. Cette maison n'appartenait pas à Darla. Pas vraiment. Et bientôt, rien de ce qui se trouvait à l'intérieur ne lui appartiendrait non plus. Pour le moment, j'ai laissé les œufs brûler un peu, juste assez pour que sa matinée commence aussi amèrement que la mienne. Alors qu'elle hurlait à propos des jaunes d'œufs gâchés et repartait d'un pas furieux refaire son maquillage pour la 5e fois, je suis montée lentement à l'étage, traînant les pieds l'un après l'autre, comptant les marches comme si cela pouvait me sauver. En haut de l'escalier, j'ai marqué une pause d'1 seconde, puis j'ai claqué la porte de ma chambre si fort que le cadre en a tremblé. Qu'elle l'entende. Qu'ils l'entendent tous les deux. Que la maison se souvienne à qui elle appartient vraiment. C'était la fin de l'après-midi quand je suis enfin sortie de ma grotte, toujours emmitouflée dans le sweat à capuche géant que je n'avais pas quitté. La matinée m'avait écorchée à vif, mais à ce moment-là, la journée était devenue calme. Darla était partie quelque part avec ses amis criardes, probablement pour boire du café trop cher et prétendre bruyamment être quelqu'un d'important. La maison était silencieuse. J'ai trouvé mon père, Bill, dans le salon, affalé dans le canapé comme s'il faisait partie des meubles, le journal étendu comme un bouclier entre nous. La section sport d'un côté, les catastrophes mondiales de l'autre. Il a tourné une page. Je me tenais dans l'encadrement de la porte avec un panier de linge propre sur la hanche. Je n'avais pas l'intention de parler, vraiment pas, mais les mots sont sortis tout seuls, trop lourds pour être retenus plus longtemps.
Pourquoi est-ce que tu la laisses me parler comme ça? Le journal ne bougea pas. Il lécha son pouce et tourna une autre page. Papa. Enfin, le journal s'abaissa. Ses yeux croisèrent les miens brièvement. Juste un instant, et j'ai revu cela, le même évitement fatigué. La même reddition vide qui avait défini chaque conversation depuis le jour où Darla s'était installée, il y a 6 ans. Elle essaie juste de faire de son mieux, H. J'ai ricané. Son mieux? Elle me traite comme un chien errant, comme si j'étais un vieux projet qu'elle n'avait pas demandé. Il soupira, pas pour la défendre, juste par inconfort. Tu dois juste endurer encore un peu. Mes doigts se sont serrés sur le bord du panier à linge. C'est ta réponse à tout. Ce n'est pas pour toujours. Tu as bientôt fini tes études, ensuite tu pourras partir et faire ta vie. Elle ne sera plus dans tes pattes. Je l'ai regardée, stupéfaite. Donc, le plan c'est d'attendre que je parte? Ce n'est pas idéal, a-t-il admis, pliant le journal en deux avec un soin excessif. Mais c'est plus facile comme ça. Plus facile pour qui, ai-je demandé, la voix basse. Il n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. Je me suis détournée et je suis partie avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer, quelque chose comme « Tu étais censé me protéger ». De retour dans ma chambre, j'ai renversé le panier par terre et je me suis assise à côté, les genoux contre la poitrine. Pendant longtemps, je suis restée là, dans la lueur terne du soleil couchant qui traversait les stores. J'ai pris l'un de mes t-shirts préférés et je l'ai plié lentement, machinalement, comme si je pliais mon propre chagrin. Quand j'étais petite, cette pièce était un lieu chaleureux. Mamie avait fait les rideaux quand j'avais 10 ans d'un bleu délavé avec des bords brodés. Il y avait encore de petites épingles à fleurs piquées dans le tableau de liège qu'elle m'avait donné pour mes dessins. Elle appelait cette maison, le nid. Son petit nid douillet. Maintenant, j'avais l'impression que c'était une cage dans laquelle quelqu'un d'autre avait emménagé. J'ai pris un autre t-shirt plié, empilé. Endure encore un peu, disait-il, comme si je n'avais pas déjà assez enduré. Comme si chaque porte claquée, chaque commentaire détourné, chaque anniversaire vide, chaque murmure disant « pas sa vraie mère » n'était pas déjà suffisant. J'ai plié les chaussettes ensuite, puis les pyjamas, puis une robe que je n'avais pas portée depuis les funérailles de mamie. Je me suis arrêtée sur celle-là. La voix de ma grand-mère vivait encore dans cette maison, dans les coins, dans les placards. Parfois, en marchant dans le couloir, je pouvais l'entendre. Tu es ma fille forte, H. Tu vois toujours clair dans le jeu des gens. Mais ces derniers temps, je ne me sentais pas forte. Je me sentais fatiguée, comme une étrangère dans ma propre vie. Le temps que je finisse de plier, la lumière extérieure avait viré à cette teinte dorée profonde qui rendait tout presque doux. Presque. J'ai regardé les piles de vêtements soigneusement pliés sur mon lit et je n'ai rien ressenti. Ni fierté, ni confort, juste cette sensation d'engourdissement qui s'étire après des années à s'être mordu la langue jusqu'au sang. C'est là que je l'ai murmuré, tu me manques. Personne n'a entendu. Pas vraiment. Mais le silence a répondu avec quelque chose de proche de la compréhension. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit et j'ai sorti une vieille photo. Celle de mamie et moi en train de faire des biscuits dans cette même cuisine, ses bras m'entourant, toutes les deux en train de rire. J'avais 9 ans. Elle adorait cette maison. Elle s'était battue pour la garder. Elle avait payé l'hypothèque elle-même quand le travail de papa avait coulé. Elle ne l'avait jamais dit tout haut, mais je savais qu'elle voulait que cet endroit reste dans la famille pour moi. Maintenant, Darla refaisait le rembourrage des chaises de la salle à manger et parlait de peindre les murs en gris sauge comme si c'était à elle de décider. J'ai glissé la photo sous mon oreiller et je me suis allongée. Je ne pouvais pas empêcher Darla de parler. Je ne pouvais pas forcer mon père à avoir du courage. Mais je pouvais me souvenir. Et ce souvenir, surtout quand personne d'autre ne le fait, est une forme de pouvoir. L'arrière-cour sentait les bougies à la vanille et l'herbe trop arrosée. J'avais installé les guirlandes lumineuses moi-même, en les fixant avec des attaches sur la clôture en bois affaissé que mamie avait autrefois peinte en bleu ciel. Certaines s'étaient éteintes. Ça ne me dérangeait pas. Cela donnait au jardin un charme un peu bancal.
J'avais passé tout l'après-midi à faire des cupcakes maison. Citron et graines de pavot avec un glaçage au fromage à la crème. La recette de mamie. Trish disait que c'était la seule saveur d'anniversaire que je cuisinais jamais, et elle n'avait pas tort. Cela ressemblait à quelque chose de stable, de sûr. Papa a sorti l'enceinte Bluetooth. J'avais préparé une liste de lecture de chansons indie douces, des airs tranquilles qui ne choqueraient pas le palais raffiné de Darla. Non pas qu'elle soit sortie pour m'aider. Juste au moment où le soleil passait sous les toits, mes invités ont commencé à arriver. 3 de l'école, une fille du travail. Trish heureusement était en retard comme d'habitude, mais quand j'ai vu sa Jeep rouge s'arrêter au trottoir, j'ai expiré pour la première fois de la journée. Joyeux anniversaire, mon phénix, a-t-elle lancé en souriant, portant 2 sacs cadeaux roses et un pack de 6 limonades. Toujours en train de renaître de tes cendres? Quelque chose comme ça. Nous avons posé les boissons sur la table et nous nous sommes assises sur la terrasse. Le ciel est devenu indigo tandis que les rires s'élevaient, petits et bienveillants. Pendant une seconde, l'air a semblé léger. Puis la porte arrière a grincé. Darla est sortie comme si elle inspectait les dégâts après une petite tempête. En robe de chambre, un verre de vin à la main. Elle a balayé la foule du regard comme si elle ne reconnaissait personne. Et pour être honnête, elle n'en avait aucune envie. Elle est passée juste devant moi et s'est arrêtée près de la table des cupcakes. C'est tout, a-t-elle demandé bruyamment. C'est ça, la grande fête d'anniversaire? J'ai senti les sourires autour de moi se figer. Une fille a baissé les yeux vers son téléphone. Eh bien, Darla. Je suppose que quand personne ne répond à l'invitation, on obtient ce genre de public. Les yeux de Trish ont lancé des éclairs. Nous avons répondu, a-t-elle dit froidement. Nous n'avons juste pas été invités par ton intermédiaire. Les yeux de Darla se sont plissés, puis elle a balayé Trish du regard comme si elle était une peluche sur un vêtement. Oh, a-t-elle dit avec un sourire trop large. Tu es la cousine, celle qui vit encore chez sa mère? Trish a levé un sourcil. C'est un problème? Non, non, a ricané Darla. Ça explique juste la tenue. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé autour de moi, voyant le fil invisible qui maintenait cette fête se briser un par un. Au moment où Darla s'en est prise à l'une de mes camarades de classe, une fille discrète nommée Lena, une petite souris, le mal était fait. D'abord, la fille du travail est partie, puis la camarade, puis la deuxième. C'était comme regarder du sable s'écouler entre mes doigts. En 20 minutes, seule Trish restait, appuyée contre la clôture, les bras croisés. Ça l'excite, a-t-elle dit platement. C'est comme du théâtre pour elle. Elle a humilié Lena, ai-je chuchoté. C'est toi qu'elle voulait humilier, a répondu Trish. Elles ont juste été prises entre deux feux. Les cupcakes restants sont demeurés intacts. Les guirlandes lumineuses grésillaient au-dessus de nous comme un murmure d'excuses. Quand Trish est enfin partie après une longue étreinte et un « tu mérites mieux » murmuré, je suis restée seule dans le jardin avec 2 ballons flottant tristement dans la brise et un demi-gâteau fondant sous la chaleur de la soirée. J'ai nettoyé lentement. Silencieusement, comme pour ne pas réveiller une maison qui ne m'aimait pas en retour. La cuisine était vide quand je suis entrée. L'horloge au-dessus de la cuisinière indiquait 22h42. La fête avait duré à peine plus de 2 heures. Darla était déjà assise au coin repas avec un verre de vin bon marché et un petit sourire suffisant. Bill était assis à côté d'elle, fixant une assiette d'œufs brouillés comme s'il pouvait prédire son avenir. Eh bien, a-t-elle ri en faisant tournoyer son verre. Ta petite fête était un désastre total. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le reste du gâteau sur le comptoir, j'ai mis les assiettes en carton près de la poubelle et je me suis tournée vers eux. C'était important pour moi, ai-je dit doucement. Elle a cligné des yeux, une fausse surprise éclairant son visage. Oh, ma chérie. Si c'était important, tu as vraiment besoin de revoir tes critères à la hausse. Bill n'a pas levé les yeux. Il a juste continué à couper ses œufs, mâchant comme un homme qui a peur de goûter quoi que ce soit. Je les ai regardés tous les deux, elle, grignotant des crackers comme si elle possédait cette maison, lui, se recroquevillant sur lui-même comme si, peut-être, ce n'était pas le cas.
Il y avait des choses que je voulais dire, des répliques que je répétais dans ma tête chaque nuit. Mais au lieu de cela, j'ai pris une fourchette et j'ai mangé un morceau de gâteau là, sur le comptoir de la cuisine, refusant de lui laisser le dernier mot. Il avait un goût de citron et de sel. Le lendemain matin du désastre de ma soi-disant fête d'anniversaire, la maison était étrangement calme. Darla était partie à l'un de ses déjeuners interminables, et Bill était devant en train de tondre la pelouse, comme si tailler les bords pouvait réparer les fissures en dessous. Je ne voulais pas être là. Pas dans la maison, pas dans ce silence. Pas avec l'écho persistant de sa voix dans la cuisine, riant de mon échec comme d'une blague. Alors je suis partie. Sans destination, sans manteau. Juste mon sweat, mes baskets et ce vide qui me donnait l'impression que ma poitrine était trop grande pour mon corps. J'ai erré dans le quartier comme un fantôme en plein jour. Les érables qui bordaient les trottoirs laissaient tomber de l'or et du rouge, ce genre d'automne du Kansas que mamie appelait « un temps à histoire ». Frais, éclatant et solitaire. Mes pieds ne me menaient nulle part. Je suis passé devant la station-service. Devant l'école primaire où j'avais joué au ballon jusqu'à avoir les mains pleines de cloques. Devant la boulangerie qui sentait autrefois si bon avant de fermer. Et puis je l'ai entendu, H. Je me suis retournée. Trish se tenait au coin de la rue, devant le café Béant & Bloom. Un gobelet en carton dans une main, les clés de voiture dans l'autre, les yeux plissés par le soleil. Ses cheveux au beurre étaient cachés sous un bonnet, et elle portait une veste en jean couverte de pins en émail, de petits arcs-en-ciel, des tournesols, un chat faisant un doigt d'honneur. « Ça va ?» a-t-elle demandé en s'avançant vers moi. J'ai essayé de sourire, mais l'expression n'a pas atteint mes yeux. « On dirait que tu reviens d'un enterrement », a-t-elle dit doucement. « Viens, assieds-toi avec moi. » Elle m'a guidée à l'intérieur du café comme si je risquais de m'envoler au moindre coup de vent. Nous avons pris un box au fond, près de la fenêtre qui donnait sur la ruelle. C'était calme ici, un petit cocon de chaleur et d'expresso. Trish a glissé son café intact vers moi et s'est levée. « Tu aimes le lait d'avoine, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Elle est revenue quelques minutes plus tard avec une deuxième boisson, la mienne cette fois, et s'est installée dans le box en face de moi. J'ai bu une gorgée. C'était brûlant, mais dans le bon sens, comme un réveil. Elle n'a pas insisté, elle est juste restée assise avec moi, triturant la manche de sa veste jusqu'à ce que je finisse par le dire. Elle m'a humiliée devant tout le monde à mon propre anniversaire. Je sais, a murmuré Trish. Elle s'est moquée des invités, s'est rie de moi quand ils sont partis, m'a dit que c'était un désastre, comme si je n'avais pas passé la journée à essayer de rendre ça joli. Trish a incliné la tête. Tu ne devrais pas avoir à faire autant d'efforts pour que les gens, dans ta propre maison, soient corrects. Ce n'est pas ma maison, ai-je dit amèrement. C'est la sienne. Elle m'a regardé comme si je venais de dire que le ciel était vert. H, de quoi tu parles ? J'ai haussé les épaules. C'est elle qui décide de tout, qui refait tout, qui fixe les règles. Papa la laisse faire. Trish s'est penchée, sa voix a baissé d'un ton. Ashley, cette maison est à toi. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Ses sourcils se sont froncés. Tu es sérieuse ? Tu ne t'en souviens vraiment pas ? Ma poitrine s'est serrée. Me souvenir de quoi ? Elle a regardé autour d'elle et a baissé encore plus la voix. Mamie t'a laissé la maison dans son testament. Non, ai-je dit lentement, essayant de faire correspondre le souvenir aux mots. Elle disait qu'elle resterait dans la famille, que ce serait toujours chez moi, mais c'était juste des mots pour me réconforter. Non, a répété Trish fermement. Elle l'a mis par écrit. J'étais là quand l'avocat a lu le testament. Je me souviens des mots exacts, la maison située au 238 East Redwood reviendra exclusivement à ma petite fille, Ashley Landon, et sera mise à son nom lorsqu'elle aura 18 ans. C'est ce qu'il disait. Mon estomac s'est noué. Ce n'est pas possible. Papa n'a jamais rien dit. Trish a eu un rire sec. Eh bien, oui, parce que ça ne l'arrange pas de dire quoi que ce soit, surtout maintenant que Darla a transformé ta vie en son petit royaume. Mais je n'ai jamais vu de document. Il n'y a pas d'acte, pas de preuve. Est-ce que tu as seulement cherché,
a-t-elle demandé doucement. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. La vérité, c'est que je ne l'avais pas fait. L'idée que la maison puisse réellement m'appartenir, légalement, était trop grande pour moi. Mon cœur s'est emballé rien qu'en y pensant. J'ai pressé une main contre ma poitrine comme pour ralentir les battements. Trish a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. Mamie n'aurait jamais laissé faire ça, a-t-elle dit. Pas si elle était vivante. Elle savait ce qu'était Darla. C'est pour ça qu'elle te l'a laissé à toi. Ma voix n'était plus qu'un murmure. J'avais oublié ça. Trish a hoché la tête lentement. Eh bien, il est peut-être temps de s'en souvenir. Par la fenêtre, le vent s'est levé, éparpillant des feuilles rouges dans la ruelle comme de petits drapeaux pendant une révolution. Le ciel avait déjà viré au bleu marine quand je suis sortie de la maison ce soir-là. Un bouquet de pivoine fraîche enveloppé dans du papier craft serré contre moi comme un secret. Je n'ai pas dit à papa où j'allais. Il était dans le salon en train de regarder une émission bruyante et inutile à la télé, la lueur de l'écran clignotant sur ses lunettes. Je doute qu'il aurait remarqué si j'avais dit quoi que ce soit de toute façon. Quant à Darla, ses rires résonnaient dans le couloir alors qu'elle parlait sur haut-parleur avec quelqu'un qu'elle appelait « bébé ». Ce n'était plus mon problème. Plus maintenant. Le trottoir était froid sous mes baskets, l'air assez vif pour m'obliger à remonter la fermeture de mon sweat jusqu'en haut. L'automne dans le Kansas ressemblait toujours à un tournant, comme si le monde retenait son souffle entre la chaleur et le gel. Une odeur de fumée de cheminée flottait dans l'air alors que je passais devant des maisons familières, leurs fenêtres éclairées d'or, des familles bien à l'abri à l'intérieur. J'avais l'habitude d'imaginer être dans ces maisons quand j'étais petite, faisant semblant d'appartenir à l'une d'elles juste pour une minute. Quelque part en sécurité, quelque part au chaud, où personne ne me donnait l'impression que je devais mériter ma place à table. Le cimetière n'était pas loin, juste après les vieilles voies ferrées et au bout d'un chemin de gravier qui serpentait entre les érables à sucre et les anges de pierre qui s'effritaient. J'ai trouvé sa pierre tombale facilement. Je le faisais toujours. Béatatrice à Landon, mère bien-aimée, grand-mère, jardinière de tout ce qui est bon. La pierre était simple, tout comme elle. Pas d'ange en marbre, pas de citation prétentieuse, juste son nom et la vérité sur qui elle était. Je me suis agenouillée et j'ai déposé les pivoines aux pieds, déballant le papier doucement comme si je ne voulais pas la surprendre. « Salut, mamie », ai-je chuchoté, écartant les feuilles mortes de la pierre. Mes doigts tremblaient, mais pas de froid. J'ai apporté tes pivoines préférées. Le marché en avait aujourd'hui, presque comme s'il savait que j'en avais besoin. L'air nocturne m'enveloppait comme un manteau de silence. J'avais oublié, ai-je admis. J'avais oublié ce que tu avais dit à propos de la maison, qu'elle était à moi. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Je me suis raclé la gorge et j'ai réessayé. Je pensais que je devenais folle. Je l'ai laissé me convaincre que je n'avais pas ma place ici, que cette maison, ta maison, pouvait appartenir à quelqu'un comme Darla. J'ai secoué la tête, les larmes me brûlant les yeux. J'avais oublié que toi, tu me voyais, alors que personne d'autre ne l'a jamais fait. Le sol était froid sous mes genoux, mais je ne bougeais pas. Je suis désolée de l'avoir laissé prendre le dessus. Je ne savais pas que j'avais le droit de me défendre. J'avais toujours l'impression que si je poussais trop fort, quelque chose se briserait. Et peut-être que ce sera le cas, mais c'est peut-être mieux ainsi. Les étoiles commençaient à apparaître, pâles et vacillantes, comme les lumières de Noël de mamie qui restaient accrochées toute l'année sur le porche juste parce que j'aimais ça. Tu me manques, ai-je dit doucement. Tous les jours. Je me rappelle comment tu fredonnais en cuisinant. Comment tu me tressais les cheveux si doucement que je m'endormais sur la chaise. Je me rappelle à quel point tes bras étaient un refuge. Même quand le reste de la maison était un chaos. Tu faisais en sorte qu'on s'y sente chez soi. J'ai posé ma main à plat sur la pierre fraîche. Je voulais juste que quelqu'un dise qu'il était fier de moi. Une brise a soufflé dans le cimetière, faisant bruisser les arbres comme un murmure. Dans mon esprit, j'ai entendu sa voix à nouveau, « Tu es ma fille forte, H. Tu vois toujours clair dans le jeu des gens. » Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je n'avais pas l'impression de me noyer. Je ne me sentais plus comme un fardeau,
une pensée après coup ou un problème à gérer. Je me sentais moi-même, Ashley Landon, petite fille de Béatatrice. La fille qui savait faire le glaçage au citron parfait, qui se souvenait de chaque histoire qu'on lui avait racontée, qui s'endormait sur le tapis du salon parce qu'elle s'y sentait en sécurité. Cette fille était toujours là, enfouie sous des années de mépris, mais pas disparue. Pas disparue. J'ai levé le visage vers le ciel. Les étoiles brillaient au-dessus, éparpillées et têtues, refusant de s'effacer, tout comme moi. Quand je me suis relevée, mes genoux me faisaient mal, mais mon dos était droit. J'ai laissé les pivoines sur la tombe et j'ai retraversé le cimetière, les feuilles craquant sous mes pas comme des applaudissements discrets. Ce soir, je me suis souvenu, et demain, je trouverai des preuves. L'horloge sur ma table de nuit affichait minuit 21. J'étais allongée sur le dos, les yeux grands ouverts, le cœur encore apaisé par mon passage au cimetière. Ce calme étrange que j'avais ressenti près de la tombe de mamie se dissipait peu à peu, dévoré par le chaos qui s'infiltrait sous la porte de ma chambre, des rires, des tintements de verre, le bruit sourd de meubles renversés sans que personne ne s'en soucie. Le salon était animé, rempli de voix criardes et du glapissement si reconnaissable de Darla qui dominait tout. Une meute de hyènes en talons au perché, dopées au vin. Elle les avait encore invitées sans demander, un groupe de femmes de son cours de yoga, je supposais. Elle portait toujours des chignons hauts et un brillant à lèvres qui sentait le schnapps à la menthe. Je les avais entendues une fois m'appeler, la fille de maison. Même pas belle fille, juste, fille de maison. J'ai pressé mes paumes sur mes yeux et je me suis dit de laisser couler. Juste une nuit bruyante de plus. J'allais bientôt trouver l'acte. J'allais pouvoir agir. Mais un autre cri a percé le mur, suivi d'un chant aigu, des shots. Des shots. Des shots. Quelqu'un a hurlé de rire. Un verre s'est brisé, et quelque chose en moi a basculé. Je me suis assise, j'ai enfilé mon sweat sur mon débardeur et j'ai parcouru le couloir en pantalon de pyjama et chaussettes, le cœur tambourinant comme si j'allais commettre un acte de rébellion sauvage au lieu de demander simplement un respect élémentaire dans ma propre maison. La maison empestait le vin blanc et le fromage brûlé. La télé diffusait des clips musicaux pendant que la bande de Darla se prélassait dans le salon comme si elle possédait les lieux, l'une sur la table basse, une autre enroulée dans la vieille couverture en polaire de mon père, les pieds nus contre le mur. Je suis restée là un moment de trop inaperçu, invisible à nouveau. Puis je me suis raclé la gorge. Excusez-moi. 3 têtes se sont tournées. Une femme m'a regardée comme si j'étais un meuble qui venait de prendre la parole. Pourriez-vous baisser un peu le ton, ai-je demandé d'une voix ferme. Il est plus de minuit. Darla s'est tournée vers moi lentement, son verre de vin à la main, les lèvres peintes de la couleur du sang séché. Elle a souri, ce genre de sourire qu'on sent jusque dans la colonne vertébrale. Oh, regardez, a-t-elle traîné. La belle au bois dormant est réveillée. Je n'ai pas répondu. J'ai dû crier trop fort pendant ta petite fête pathétique d'hier, a-t-elle continué d'un ton mielleux. Je suppose que tu es encore un peu sensible. L'une des femmes a ricané. Une autre a chuchoté quelque chose derrière sa main et elles ont toutes les deux gloussé. J'ai serré les poings dans mes manches. Je vous le demande gentiment. S'il vous plaît, baissez le volume. Darla s'est levée. Elle a traversé la pièce en 2 pas lents et délibérés et s'est arrêtée juste devant moi. Elle n'était pas grande, mais avec ses talons et sa méchanceté, j'avais l'impression qu'elle me dominait. Tu vis sous mon toit, a-t-elle dit, chaque mot étant net et tranchant. Tu n'as pas à me dire à quel point je peux rire fort dans mon propre salon. Ce n'est pas ton. La gifle est venue de nulle part. Rapide, violente, cinglante, un cri de surprise a échappé à l'une de ses amies. Quelqu'un a murmuré, « Oh mon Dieu !» Mais personne n'a bougé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas bronché. Mais j'ai senti la brûlure se propager sur ma joue comme un feu sous ma peau. Darla a incliné la tête, souriant toujours. La prochaine fois que tu voudras jouer à la grande personne, essaie d'abord de t'acheter ta propre maison. Puis elle s'est retournée vers ses invités et a levé son verre au mur fin et aux égaux encore plus fragiles. Elles ont éclaté de rire. Je me suis reculée, les jambes comme du coton. Ma vision s'est brouillée.
J'ai fait demi-tour et je me suis enfuie dans le couloir, sans même prendre la peine de fermer la porte derrière moi. Dans ma chambre, je me suis assise sur le bord du lit, tremblante, non pas de peur, mais de fureur et de honte. J'ai touché ma joue là où sa main s'était posée. Ma peau y palpitait, une marque physique pour toutes les blessures invisibles qu'elle m'infligeait depuis des années. Cette fois, ce n'était pas juste une remarque ou un sourire narquois. Ce n'était pas juste une fête de plus où je n'étais pas invitée. C'était une limite franchie et je n'allais pas la laisser faire comme si rien ne s'était passé. Plus maintenant. La gifle s'était transformée en une chaleur sourde au matin, mais son souvenir brûlait plus fort que jamais. J'ai fixé mon reflet dans le miroir de la salle de bain, les yeux gonflés, la joue rouge, le sweat froissé par une nuit blanche. Mes lèvres étaient gercées, mes cheveux en bataille, mais ma mâchoire était contractée. Quelque chose avait basculé. Ce n'était pas de la rage. La rage, je connaissais. Ça s'enflammait vite et s'éteignait encore plus vite. C'était de la détermination. Je me suis brossé les cheveux et j'ai fait un signe de tête à la fille dans le miroir. Tu n'es pas un meuble. Tu n'es pas invisible, et c'est toujours ta maison. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai fouillé dans le tiroir où je gardais mes dossiers et j'ai sorti l'enveloppe fine et impeccable que Trish m'avait apportée plus tard cette nuit-là, après notre café. Elle me l'avait donnée avec un seul mot, preuve. À l'intérieur se trouvaient des photocopies du testament de mamie, notarié, daté, officiel. Surligné en jaune, il y avait la phrase qui changeait tout, la maison située au 238 East Redwood reviendra exclusivement à ma petite fille, Ashley Landon. Mon nom, écrit à l'encre. Je l'ai fixé pendant une minute entière, le cœur battant comme si j'étais au bord d'un précipice. Puis j'ai attrapé mon téléphone et j'ai cherché un agent immobilier. Il a fallu 3 appels pour en trouver un qui n'était pas déjà complet. Mais quand Carla a répondu d'une voix ferme, sans détour et pourtant chaleureuse, j'ai su que c'était elle. Bonjour, ici Carla Mandé, a-t-elle dit. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Il y a eu un silence avant que je ne prenne la parole. Je n'avais pas l'habitude de demander des choses. Je suis prête à mettre la maison en vente, ai-je dit. Ma voix a légèrement tremblé, mais je n'ai pas reculé. J'en ai hérité. J'ai les documents. Elle est à moi, et je veux qu'elle soit vendue. Un silence à l'autre bout du fil. D'accord, a-t-elle dit lentement, puis avec une énergie croissante, d'accord, organisons une visite des lieux. J'apporterai les papiers et nous partirons de là. Nous avons pris rendez-vous pour 15h cet après-midi-là. À 14h55, j'avais passé l'aspirateur dans chaque coin, fourré tout le bazar de Darla dans son placard et essuyé les comptoirs de la cuisine jusqu'à ce qu'il brille comme une armure. À 15h pile, la sonnette a retenti. J'ai ouvert et j'ai trouvé Carla, la quarantaine, un blazer sombre, un carré impeccable, un porte-bloc à la main, et des yeux qui scannaient tout comme si elle était déjà en train de l'évaluer. Ashley, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Elle a souri. Allons faire de la magie. Je me suis effacée pour la laisser entrer. Elle a parcouru la maison avec détermination, prenant des notes, murmurant des choses sur la superficie, la luminosité et le charme potentiel caché sous le désordre. Je la suivais, lui expliquant ce qui avait été rénové, ce qui ne l'avait pas été, et quel cadre de fenêtre grinçait encore pendant les tempêtes. Elle s'est arrêtée devant la cheminée, tapotant son stylo contre sa lèvre. Cette maison a une bonne structure, a-t-elle dit. Les gens vont le voir. Ce moment semblait surréaliste. C'était ce même salon où Darla s'était moquée de mon gâteau d'anniversaire, où elle m'avait traité de pathétique. Maintenant, il était évalué pour des visites, photographié comme un bien de valeur. Nous étions à la moitié de la visite, au milieu de l'escalier, quand c'est arrivé. Une porte a grincé au bout du couloir. Darla, les cheveux en un chignon désordonné, sa robe de chambre glissant sur une épaule, du mascara étalé sous ses yeux comme des bleus qu'elle n'avait pas mérités. Elle s'est figée en nous voyant. C'est quoi, ça? 3 mots assez tranchants pour percer une cloison. Carla a cligné des yeux, interrompu en pleine phrase. Je me suis tournée vers Darla lentement, le cœur calme, et je l'ai dit sans détour, ma propriété. Voilà ce que c'est.
Darla s'est avancée, le visage tordu par la colère. Tu ne prends pas des décisions comme ça sans m'en parler. Tu n'as pas le droit d'amener des étrangers dans cette maison. Je n'ai pas besoin de ta permission, ai-je dit calmement. J'ai l'acte. J'ai le testament. Cette maison est à moi. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a regardé alternativement Carla et moi, ne sachant pas où diriger sa colère. Je vais appeler ton père. Appelle qui tu veux. Je vais finir de montrer l'étage maintenant. Carla a jeté un regard à Darla, puis à moi, et a fait un petit signe de tête approbateur. Je vous suis. Nous sommes passés devant Darla comme si elle n'était qu'un meuble. Et pour une fois, c'était elle qui restait là, pétrifiée, alors que la maison avançait sans elle. La maison était redevenue calme. Trop calme. Après le départ de Carla, je suis restée dans ma chambre, m'attendant à moitié à ce que Darla entre en trombe avec une menace dramatique ou une rafale d'insultes imprégnées de vin. Mais elle ne l'a pas fait. À la place, il y a eu un long silence jusqu'à ce que j'entende la porte du garage s'ouvrir, puis se refermer. Des voix étouffées. Non, juste une seule voix, Darla. Je me suis glissée en haut des escaliers et je suis restée hors de vue, me penchant légèrement vers la bouche d'aération qui menait au garage. Sa voix montait comme une fumée, aiguë, frénétique, désespérée. Elle a amené un agent immobilier ici, Bill. Un agent immobilier. Un inconnu qui parcourt ma cuisine, ma salle de bain, comme si j'étais une simple locataire. Elle n'a même pas demandé. Il y eut un silence, puis le frottement de quelque chose, probablement sa botte sur le béton. Je ne vois pas ce que tu veux que je fasse, a-t-il dit d'une voix basse et fatiguée. Arrête là, a aboyé Darla. Dis-lui qu'elle ne peut pas juste vendre la maison comme si elle lui appartenait. Ce n'est qu'une enfant, Bill. Elle joue à la grande avec un pouvoir qu'elle n'a pas. Elle a 20 ans, a-t-il dit doucement. Ce n'est plus une enfant. Darla a eu un rire amer. Alors, tu vas rester là sans rien faire pendant qu'elle détruit tout? J'ai passé des années ici, des années. Et maintenant elle pense qu'elle peut m'effacer comme une tache sur son joli petit tableau. Tu savais que c'était la maison de Béatatrice, a-t-il répondu. Tu l'as toujours su. Ça ne veut pas dire qu'elle peut me mettre dehors. Un autre silence, long cette fois. Le genre de silence qui en dit plus que tous les mots. Va lui parler, a fini par dire Darla d'un ton sec. Fais-la arrêter. La porte a claqué. Je me suis hâtée de retourner dans ma chambre, le cœur battant à tout rompre. Je ne me suis pas assise. Je n'ai pas bougé. J'ai attendu. Effectivement, 5 minutes plus tard, on a frappé. Papa est entré, portant encore sa veste de garage, avec cette odeur de sueur et d'huile de moteur qui lui collait à la peau. Il a fermé la porte derrière lui et s'est appuyé contre elle, les mains dans les poches. « Qu'est-ce que tu fais, H » a-t-il demandé doucement. J'ai croisé son regard sans scier, sans me dégonfler. Je vends ce qui m'appartient. Il a scié comme si les mots l'avaient physiquement frappé. Tu ne peux pas faire ça, tout simplement. Si, je peux, ai-je dit. Et c'est ce que je fais. Mamie m'a laissé la maison, papa. Pas à toi, pas à Darla. À moi. J'ai le testament. Carla a déjà commencé les papiers. Il s'est frotté la mâchoire, les yeux parcourant le sol comme si les réponses étaient cachées dans le tapis. Elle ne voulait pas que ça se passe comme ça, a-t-il dit. Non, ai-je acquiescé. Elle voulait que cette maison soit à moi parce qu'elle savait comment ça finirait si ce n'était pas le cas. Son regard s'est de nouveau posé sur moi. Elle ne voudrait pas que tu nous mettes à la porte. Elle ne voudrait pas que je vive comme ça. Humiliée, ignorée, frappée. Le mot est resté suspendu dans l'air comme une pierre jetée dans l'eau. Frappée? Il a eu l'air horrifié. Elle t'a frappé? Je n'ai rien dit. Il m'a regardé longuement, puis a sorti son téléphone et s'est dirigé vers la fenêtre. Je dois appeler Gérald, a-t-il dit. L'avocat de ta grand-mère. Je l'ai regardé composer le numéro avec des doigts tremblants, porter le téléphone à son oreille et dire doucement, « Allô, Gérald, c'est Bill. Je voudrais te demander quelque chose à propos du testament de Béatatrice.
Il y eut un silence de mon côté, seulement le son de sa respiration saccadée, sa main tremblant légèrement. Puis finalement, il a prononcé ces mots, « Tu es sûr ? Aucun doute ? » Une pause plus longue. « D'accord, merci. » Il a raccroché, s'est tourné vers moi, et son visage semblait creusé. « C'est vrai, » a-t-il chuchoté. « Tout est à toi. » Nous sommes restés là en silence, le poids de la vérité s'installant entre nous comme une neige fraîche. Ni l'un ni l'autre n'avons bougé. Ni l'un ni l'autre n'avons parlé. Pour une fois, il ne m'a pas dit d'endurer. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la cuisine comme si elle avait oublié quel genre de maison elle éclairait. J'étais devant le comptoir, coupant des fraises avec un calme délibéré, l'odeur étant sucrée et vive dans le silence. L'acte de propriété était plié soigneusement dans ma poche, même si je n'en avais plus besoin, j'en connaissais chaque ligne par cœur. Derrière moi, des bruits de pas ont résonné doucement sur le parquet. Je ne me suis pas retournée. Ashley, a roucoulé la voix de Darla, d'un ton mielleux, comme trempé dans le miel et la culpabilité. J'ai continué à couper. Elle s'est approchée, lentement, presque prudemment. Sa robe de chambre était serrée plus fort que d'habitude, son rouge à lèvres à peine visible. Une performance de vulnérabilité. Ma chérie, a-t-elle repris en posant légèrement une main sur le dossier de la chaise. Je crois que nous savons toutes les deux que ça a été un peu trop loin. Je veux dire, mettre la maison en vente, ce n'est pas nécessaire. J'ai posé le couteau et je me suis tournée vers elle, calme, le regard fixe. J'ai une visite dans 2 heures, ai-je dit. S'il te plaît, range ce qui traîne. Sa bouche a tressailli, mais elle n'a pas craqué. Pas encore. Tu sais, nous avons eu nos différends, a-t-elle tenté à nouveau, la voix plus douce, comme si j'étais un chat effrayé qu'elle essayait d'appâter. Mais je t'ai toujours traité comme ma propre fille. J'ai fixé mon regard sur elle un moment, puis j'ai simplement dit, non, ce n'est pas vrai. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle allait protester, mais le silence entre nous était trop lourd pour être percé. Je suis passé devant elle et me suis dirigé vers le placard du couloir pour sortir l'aspirateur. J'aimerais que les sols soient propres avant que les acheteurs n'arrivent, ai-je dit par-dessus mon épaule. Ils seront là à 11 heures. Et c'était tout, pas de bagarre, pas de cris, juste de la clarté. À 11 heures pile, la maison était plus belle qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les fenêtres brillaient, les coussins étaient gonflés. Les cupcakes au citron qui refroidissaient sur le comptoir remplissaient la pièce d'un sentiment de bienvenue que je n'avais pas ressenti depuis que mamie était vivante. Carla est arrivée la première, porte-bloc en main et blazer impeccable. C'est fantastique, a-t-elle dit en inspectant le salon. Tu es prête ? J'ai hoché la tête une fois. Plus que prête. Le premier couple est arrivé 10 minutes plus tard, de futurs parents, pleins de questions et de curiosité. Je leur ai fait visiter la maison avec une confiance tranquille, montrant les parquets d'origine et la façon dont la lumière tombait parfaitement l'après-midi. Darla était assise dans un coin, enveloppée dans un plaid comme une figurante de film triste, tamponnant de fausses larmes avec un mouchoir et reniflant doucement toutes les quelques minutes. Ses yeux me suivaient comme un fantôme dans un roman gothique, attendant que quelqu'un lui demande pourquoi elle avait l'air si tragique. Personne ne l'a fait. La deuxième visiteuse, une femme d'une 50aine d'années avec des échantillons de peinture dans son sac, a à peine jeté un coup d'œil vers Darla. Elle a posé des questions sur les taxes foncières, l'âge du toit et le nombre de propriétaires que la maison avait connus. Un seul, ai-je répondu. Ma grand-mère, puis moi. Darla a laissé échapper un petit étouffement, mais Carla est intervenue avec aisance, et Ashley a tous les documents de propriété prêts. Nous avons parcouru les chambres, le couloir, le jardin. Chaque pièce me semblait de plus en plus mienne à chaque minute qui passait. À la fin de la deuxième visite, je le sentais, la maison faisait peau neuve. Chaque pas que je faisais effaçait les années passées à plier le linge en silence et à ravaler des paroles qui me faisaient mal. Quand la porte s'est enfin refermée derrière le dernier acheteur, je me tenais dans l'entrée avec Carla, l'odeur des cupcakes flottant comme un souvenir qui avait choisi de rester. Tu as géré ça comme une pro, a-t-elle dit. J'ai souri, un sourire discret mais sincère. J'attends depuis longtemps d'être entendue.
Le coucher de soleil embrasait le ciel derrière les arbres, projetant de longues lignes dorées sur le plancher du couloir. C'était cette heure de la journée où tout semble presque trop beau, comme le calme juste avant une tempête qu'on sait inévitable. J'étais près de la porte d'entrée, parcourant les notes de Carla sur les visites. Les deux acheteurs semblaient sérieux. L'une ou l'autre des offres pourrait tout changer. J'aurais dû me sentir nerveuse. Mais non. Je voyais clair. Le bruit de pas lourd est venu de derrière, Bill, marchant avec détermination pour une fois dans sa vie. Je me suis tournée pour le voir là, dans ses bottes usées et sa veste de travail, les mains serrées comme s'il avait pris une décision et qu'il mourait de peur de la formuler. Il a regardé de mon côté, puis vers la salle à manger. Darla était à table, faisant tourner du vin dans un verre qu'elle n'avait pas demandé à ouvrir, parlant fort au téléphone de la difficulté de vivre avec des gens qui manquent de gratitude. Comme sur commande, elle a raccroché et s'est tournée vers nous avec ce sourire narquois qu'elle portait comme une peinture de guerre. « Eh bien, le cirque est enfin terminé », a-t-elle dit. « D'autres étrangers prévus aujourd'hui, ou peut-on traverser le salon sans public ?» Sa voix était tranchante mais empreinte d'ennui, comme si elle prétendait encore avoir le contrôle. Bill a pris une grande inspiration, puis a expiré. Et là, l'impossible s'est produit. « Ça suffit, Darla », a-t-il dit. Silence. Même le ronronnement du réfrigérateur a semblé s'arrêter. Darla a scié, stupéfaite d'entendre son mari faire preuve de courage en temps réel. J'ai dit, a-t-il répété plus fort, ça suffit. Darla a incliné la tête et a laissé échapper un rire sec et aigu. Toi, a-t-elle lancé. C'est toi qui me dis quand ça suffit maintenant? C'est la meilleure. Elle s'est tournée vers moi. Laisse-moi deviner, c'est toi qui l'as poussé à faire ça. Tu lui as chuchoté ça à l'oreille entre tes cupcakes et ton petit défilé de visite. Non, ai-je répondu calmement. Il a compris tout seul. Darla a bu une lente gorgée de vin, balayant la pièce du regard comme si elle en était toujours la reine. Bill, tu veux vraiment faire ça maintenant? Jeter tout ce que nous avons construit ensemble? Pourquoi? Pour cette petite rébellion? Tu crois vraiment qu'elle va s'occuper de toi comme je l'ai fait? Je pense, a-t-il dit avec précaution, que tu as cessé de te soucier de nous deux il y a bien longtemps. Elle a ricané, jetant le reste de son vin dans l'évier avec fracas. Vous êtes incroyables tous les deux, a-t-elle hurlé. Vous croyez que vous pouvez m'effacer comme ça? Comme si je n'avais pas porté cet endroit à bout de bras pendant que vous restiez là à vous apitoyer sur votre sort. Je me suis avancée lente, calme, stable. Je suis allée vers la porte d'entrée, je l'ai ouverte en grand et j'ai laissé entrer la brise du soir, fraîche et pure. Je l'ai regardée. Ce n'est plus chez toi. Darla s'est figée. Pardon. Tu m'as bien entendu, ai-je dit, toujours calmement. Sans crier. C'est fini. Tu n'habites plus ici. Elle s'est tournée vers Bill, s'attendant à ce qu'il rie. Il ne l'a pas fait. Je ne vais nulle part, a-t-elle dit, sa voix commençant à s'érailler. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. Mais je n'ai pas attendu qu'elle finisse. Je me suis approchée d'elle, j'ai pris le verre de vin de sa main pour le poser sur le comptoir, et j'ai posé ma main doucement, mais fermement, sur son bras. Tu dois partir. Elle a essayé de reculer, mais pas assez vite. D'un geste ferme, je l'ai guidée vers la porte. Elle a trébuché sous le choc, ses talons s'accrochant au tapis. Arrivée au seuil, elle s'est de nouveau tournée vers Bill, la désolation se lisant sur son visage. Tu la laisses vraiment faire ça? Il n'a pas répondu. Et ce silence-là a été le coup de grâce. Je me suis avancée et j'ai fermé la porte. Pas violemment, juste fermée, proprement, définitivement. À travers la vitre, je l'ai regardée debout sur le porche, hébétée, sa robe de chambre battant au vent comme si elle ne comprenait pas comment elle en était arrivée là. Je ne me suis détournée que lorsqu'elle l'a fait. Quand j'ai verrouillé la porte de mes mains stables, mon père n'avait toujours pas bougé. Mais il me regardait. Il me regardait vraiment. Et je crois que pour la première fois depuis la mort de mamie, il voyait enfin qui j'étais. Pas la fille de maison, pas le problème, mais la propriétaire.
La lumière du porche grésillait doucement au-dessus de nos têtes, projetant une lueur pâle sur les marches de devant alors que Darla se retournait. Son visage était tordu par la fureur. « Petite peste ingrate » a-t-elle hurlé, sa voix se cassant. « Cette maison n'était rien avant que j'y entre. Tu crois que tu contrôles tout maintenant? Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'il faut pour tenir un foyer? » Elle a frappé à la porte une fois, 2 fois. La vitre a tremblé, mais je n'ai pas bronché. Derrière moi, Bill restait immobile dans le couloir, observant la scène. Il n'a pas parlé. Il n'a pas fait un geste pour l'arrêter. Il se tenait juste là, tout petit dans l'encadrement de la porte, comme s'il lâchait enfin quelque chose qu'il aurait dû libérer des années auparavant. « Tu le regretteras » a crié Darla, les poings serrés sur les côtés. « Vous le regretterez tous les deux. » Je l'ai regardé droit dans les yeux à travers la vitre, calme, imperturbable, et j'ai lentement actionné le verrou. Mes doigts tremblaient, mais ils n'ont pas hésité. Le clic a retenti. Définitif. La voix de Darla s'est de nouveau élevée à l'extérieur. Une suite de mots trop amers pour valoir la peine d'être retenue. Mais alors que la lumière du porche vacillait avant de se stabiliser, elle a compris que plus personne n'écoutait. Je me suis écarté de la porte, la respiration tremblante. Derrière moi, Bill a laissé échapper un long soupir, qui ressemblait plutôt à un effondrement au ralenti. Il s'est passé une main sur le visage, puis m'a regardé, non plus comme une enfant, ni comme un fardeau, mais comme s'il réalisait enfin où j'en étais. Il était temps, a-t-il murmuré. Que quelqu'un fasse ce que je n'ai pas pu faire. J'ai hoché la tête une fois, les larmes me brûlant les yeux, mais refusant de couler. Je ne veux plus que cette maison soit un lieu de cruauté, ai-je chuchoté. Pas tant que j'y serai. Dehors, la voix de Darla s'est éteinte dans le silence, avalée par le vent et la nuit. À l'intérieur, la maison a respiré. Pour la première fois depuis des mois, il y avait du calme. Pas ce genre de calme qui vous pèse comme la honte, mais celui qui vous permet d'expirer. Des heures paisibles et sûres. On a frappé à la porte juste après 9 heures le lendemain matin. Un petit coup faible et poli, rien à voir avec les coups furieux de la veille. Je ne me suis pas pressé de répondre. J'étais dans la cuisine, pieds nus, en train de faire des pancakes pour la première fois depuis des mois sans me sentir pressé ou obligé de justifier mon existence. Le silence n'était plus vide, il m'appartenait. On a de nouveau frappé doucement. J'ai laissé le deuxième pancake faire ses bulles avant d'éteindre le brûleur et de marcher lentement vers la porte d'entrée. Quand j'ai ouvert, elle était là, Darla, les cheveux brossés, les lèvres nues, les vêtements froissés comme si elle n'avait pas dormi. Elle tenait un petit sac en toile à fleurs et son plaid préféré. Elle n'avait plus l'air d'être elle-même. On aurait dit quelqu'un qui essayait de devenir une autre personne, très vite. « Je ne suis pas là pour me battre », a-t-elle dit. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte, je n'ai rien dit. J'ai juste dégluti péniblement. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. J'ai remarqué. Ses lèvres se sont serrées. Ashley, je sais que j'ai dit des choses, fait des choses qui n'étaient pas gentilles. J'ai incliné la tête. Pas gentille. C'était sa version des excuses. Elle a serré la lanière de son sac plus fort. Mais j'ai aussi fait des erreurs et j'essaie de m'améliorer en l'admettant. Je n'ai pas parlé. J'ai laissé le poids du silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle le remplisse. Je vais partir, a-t-elle dit. Je le ferai. J'ai juste besoin de quelques jours pour trouver où aller. Je ne te gênerai pas. Je resterai au sous-sol ou dans le garage s'il le faut. Tu ne remarqueras même pas ma présence. Il y eut un temps, pas si lointain, où j'aurais dit oui. Où ma réponse automatique aurait été de faire de la place pour le confort des autres au détriment du mien. Mais plus maintenant, pas après tout ce qui s'est passé. Tu ne resteras pas, ai-je dit doucement. Mais je ne vends plus la maison non plus. Elle a scié. Ah bon? J'ai secoué la tête. Cette maison, ce n'est pas que des briques et des fenêtres. Ce sont des racines. Ce sont des souvenirs. C'est ce que ma grand-mère a construit pour que j'aie toujours un endroit où je n'ai pas besoin de mériter l'amour pour avoir droit à la paix. Elle m'a regardé comme si elle ne comprenait pas la langue que je parlais.
J'ai décidé de la garder, ai-je ajouté. Mais je la garde pour moi. Une brise a traversé le porche, soulevant ses cheveux et apportant avec elle la légère odeur de lavande des pivoines que j'avais mises dans un vase près de la fenêtre. Darla a hoché la tête une fois, d'un geste lent et incertain. Puis elle a reculé. Mes affaires seront sorties d'ici ce soir. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste dit, prends soin de toi, et j'ai fermé la porte. Pas avec violence, juste avec fermeté. Je suis restée dans le couloir un long moment après, les mains encore sur la poignée de la porte, le cœur calme. Puis je me suis retournée et je suis retournée vers la cuisine où l'odeur des pancakes flottait, et où la lumière du soleil à travers les rideaux ressemblait à de l'espoir. Les choses allaient être différentes maintenant, parce que je l'avais décidé. La cuisine sent le zeste de citron et la vanille chaude, l'odeur fétiche de mamie, ressuscitée par mes propres mains. Cela fait 3 mois que Darla est partie. 3 mois calmes et réguliers qui me donnent l'impression de recoudre ma vie petit à petit, un lever de soleil après l'autre. Les murs ne sont plus beiges et froids. Je les ai peints en bleu doux, comme l'intérieur d'un œuf de rouge-gorge. Trish m'a aidé, bien sûr. Elle a apporté des bajels et une liste de lecture, et nous avons ri jusqu'à ce que les rouleaux nous glissent des mains. C'est ce jour-là que j'ai vraiment senti que la maison m'appartenait, pas seulement sur le papier, mais aussi en esprit. Le salon est maintenant rempli de chaises dépareillées et de tasses colorées. J'ai lancé une petite pâtisserie à domicile. Rien de luxueux, juste des cupcakes, des biscuits et de la chaleur. Les voisins passent pour leurs commandes et restent pour discuter. Des enfants s'asseyent sur la balancelle du porche, parfois, j'entends même de la musique à nouveau. Mes règles sont simples, la gentillesse d'abord, on retire ses chaussures, et personne n'élève la voix sauf pour exprimer sa joie. Même papa passe de temps en temps. Il ne parle pas beaucoup, mais il reste plus longtemps à chaque fois. Il m'a apporté un nouveau batteur sur socle la semaine dernière. Il n'a pas dit pourquoi, il n'en avait pas besoin. Une fois par mois, je vais au cimetière avec un bouquet de pivoines fraîches. Je m'agenouille près de la pierre de mamie et je lui raconte ce que j'ai construit. Je lui dis que le four est capricieux, que le glaçage au citron me pose encore des problèmes, et que je ne laisse plus jamais personne me couper la parole. Avant, je croyais que le silence était une force. Maintenant, je sais que ce sont les limites qui maintiennent la paix. Et enfin, je suis chez moi. C'était la fin de mon histoire. Mais une chose me préoccupe encore, mon père savait que Darla me maltraitait depuis des années, et pourtant il a choisi le silence jusqu'au tout dernier moment, quand il a enfin pris position à mes côtés. A-t-il bien fait d'attendre si longtemps avant d'agir? Ou ce moment était-il trop insignifiant, trop tardif? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je veux vraiment avoir votre avis. Et si mon parcours vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour d'autres histoires qui résonnent avec la réalité.